D3, les podcasts culturels de Tanger et du nord du Maroc. Dimitri Beck fréquente Tanger régulièrement depuis quelques années pour photographier la ville et suivre les éditions de Face à la mer et les workshops aussi. Dimitri Beck est né en 1972 à Paris. Il est cofondateur, rédacteur en chef et directeur de la photographie à Polka Magazine, Galerie et Factory. Il a longtemps eu une chronique sur la photographie sur France Info et aujourd'hui sur TSF Jazz. Conférencier sur la narration par l'image, il donne des cours à Sciences Po Paris et à l'école de photo Speos. De 2004 à la fin 2006, Dimitri Beck a dirigé l'agence Aina Photo à Kaboul en formant une génération de photographes afghans aux techniques de la photographie. Il est aussi un spécialiste de l'Asie centrale et du Caucase reconnu. L'entretien est fait sur les terrasses de Darnour, avec la vue somptueuse sur toute la ville de Tanger. Dimitri Beck, Tanger après Kaboul, c'est comment ? Oh, un paradis, une oasis. Même si mon cœur est toujours un peu à Kaboul et en Afghanistan, j'y suis très attaché. J'ai eu la chance, après ces 2 années et demie passées de 2004 à fin 2006, d'y retourner en octobre 2019, retrouver des photographes afghans avec lesquels j'avais travaillé. Puis je reste toujours en contact avec des amis sur place qui vivent, travaillent là-bas, en particulier un photographe afghan qui continue à faire son travail et qui est aujourd'hui chef du bureau photo de l'AFP à Kaboul. Donc ici, Tanger, oui, c'est vivant, c'est dynamique, c'est un bel horizon. C'est une belle ambiance, on est bien, on sent quand même beaucoup plus de liberté qu'à Kaboul, surtout avec toutes ces dernières années et le retour des talibans au pouvoir. Je m'y sens très bien. Mais c'est vrai que j'ai toujours une petite pensée pour Kaboul. D'ailleurs, j'ai toujours sur moi cette bague que j'ai depuis plus d'une vingtaine d'années, que j'avais achetée là-bas. Donc mon cœur est toujours un peu à Kaboul. Mais un peu à Tanger quand même aussi. Ah ça, mais mon cœur revient et réjouit chaque année, puisque j'ai la chance de venir à 2 reprises chaque année, à la fois pour faire des workshops et ensuite pour les rencontres face à la mer avec de nombreux photographes, un programme de mentorat tourné vers les photographes marocains. Et ça, c'est très, très important et ça nous permet aussi de se renouveler, découvrir des gens qu'on n'aurait pas forcément l'occasion de rencontrer grâce à Mina Mostefa, qui est la directrice de Face à la mer, et Wilfried Estève, qui, avec l'agence Ons Lucas, vient en soutien et en accompagnement de ce très beau projet. Alors on parlera de Face à la mer avec Yamna Mostefa dans un autre podcast au cours d'un entretien avec Yamna Mina directement. Comment as-tu rencontré Tanger ? Est-ce directement, simplement avec Face à la mer ou déjà tu étais venu auparavant ? Alors j'aurais bien aimé, c'était une destination qui m'attirait déjà beaucoup depuis de nombreuses années. Et puis je dirais que ce rêve s'est transformé, est devenu réalité grâce à Mina et Wilfried qui m'ont invité il y a 7 ans maintenant à venir à la première édition de Face à la mer. Et depuis, effectivement, c'est toujours un plaisir, une découverte. Et puis on le vit à travers le regard des photographes marocains avec lesquels on travaille, qui nous rapportent des histoires des 4 coins du pays. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion encore de voyager à travers le pays, donc je ne connais que Tanger au Maroc, mais j'aimerais bien, chaque fois je me dis il faut que je reste un petit peu plus longtemps pour aller ailleurs, aller à Rabat, aller découvrir Fès, Essaouira, enfin bref, le pays m'attire beaucoup. J'ai commencé ma porte d'entrée dans le pays est Tanger et j'espère ouvrir d'autres portes. Qu'est-ce que tu pourrais dire que Tanger t'apporte dans ta carrière, dans ton imaginaire ? C'est vrai qu'on a toujours cette imagerie d'un Orient proche, l'Afrique du Nord, toute cette iconographie qu'on voit d'ailleurs dans des posters, des cartes postales qui sont vendues à travers la ville. Donc tout ça, on vit avec, qu'on le veuille ou non. Moi, ce que j'aime, et en particulier à Tanger, c'est retrouver, sentir cette vie naturelle qui se fait chez les gens, ce quotidien, et de passer, d'être invité à déambuler dans ces rues de cette quotidienneté des Tangérois. Et les gens sont toujours tellement agréables pour conseiller, ouvrir, accueillir, tout en simplicité.
Et ça, c'est vraiment très plaisant. Et je m'y sens bien. La température est douce. La ville, elle est très séduisante. Elle a énormément de charme, même si je l'ai vu, ça fait 7 ans que je viens. Je l'ai vu et je la vois grandir. Il y a le nouveau stade maintenant de foot avec ses 85 000 places, je crois. Et qu'il y a des constructions un peu partout, donc elle s'étend, c'est-à-dire qu'elle attire, qu'elle grandit. J'espère en bien, c'est vrai, je lui souhaite beaucoup de choses parce que c'est une ville qui a beaucoup de charme, tournée aussi vers la mer Méditerranée, et puis comme ça, c'est des villes pour moi phares, et puis qui attirent toujours un public cosmopolite, une terre de passage, de rencontres. Et ça, j'aime bien beaucoup aussi cette idée-là. 7 ans, effectivement, ça commence à devenir important et tu fréquentes Tanger à un moment clé de son histoire. Tu dis que les changements en ville, tu les espères bons, bien. Tu les perçois comment, ces changements? Tu dis bien, mais... Je serais pas tenté de dire mais parce que je connais pas assez le pays. Comme à chaque fois je viens pour des rencontres professionnelles et donc je viens travailler avec des photographes pour faire des conversations, faire découvrir ce métier et apprendre ce métier à d'autres personnes, je ne prends pas assez le temps de découvrir de l'intérieur ce qui se passe et suivre vraiment, réellement prendre le pouls de ces changements. Donc je dirais que je les vois, ils sont visuels, ces changements pour moi, mais je ne les connais pas assez à l'intérieur, c'est-à-dire vraiment en coulisses, rentrer à l'intérieur pour comprendre comment ça se passe. Donc je voudrais pas, c'est pas ne pas en parler pour être politiquement correct, mais parce que tout simplement et très honnêtement, je ne sais pas assez, j'ai pas assez de recul pour voir ces évolutions que je constate, mais je vois une jeunesse qui a envie de vivre, qui est présente. Il y en a qui parlent français, il y en a de plus en plus qui parlent anglais aussi. Alors des gens qui connaissent bien ce pays, eh bien me font remarquer, ils disent bah oui, il y a plus de Marocains aujourd'hui qui parlent anglais. Avant on parlait beaucoup plus français. Alors est-ce un bien, est-ce moins bien, je ne sais pas. C'est sûr que moi étant français, je suis toujours ravi de voir cette langue française qui s'illustre ici et brillamment parce que finalement la langue française, elle est brillante dans son pays et qui est vaste avec tous les différents territoires, mais aussi elle est portée par des gens qui viennent d'ailleurs. La francophonie et avec des Marocains entre autres. Et donc c'est là où tout est beau, mais moi ce que j'aime aussi c'est rencontrer cette différence, cette culture chez les Marocains. On a un passeport commun à un moment donné qui est une langue et où on peut se comprendre. Et là l'échange devient beaucoup plus, je dirais beaucoup plus beau, beaucoup plus sincère et beaucoup plus pertinent. Sit there. Count your fingers. What else is there to do? Oh, and I know how you feel. I know you feel and you're through. Oh, I sit there. Count, oh, count your little fingers. My unhappy. Cause you got to know that all you ever gonna have to count on, are gonna wanna lean on. It's gonna feel just like those raindrops do when they're falling down on all around you. Quel est ton apport aux rencontres photographiques face à la mer ?
Alors, j'ai été invité dès le départ en tant qu'expert. Alors, ça semble un bien grand mot, mais c'est-à-dire d'intervenir pour partager l'expérience de mon métier, pour un savoir et un savoir-faire. Nous, on a un magazine, comme tu l'as rappelé, et une galerie photo à Paris. Et donc, la narration par l'image, savoir quoi faire avec ces photos est fondamental pour nous. Et savoir quoi photographier, comment le présenter aux autres. Ma présence ici, elle est très liée à ça. Et puis c'est de découvrir aussi des photographes marocains qui n'ont pas forcément l'occasion de pouvoir venir en France et de rencontrer des professionnels de l'image et du monde de la photo. Et c'est ce que Mina et Wilfried permettent avec ce festival Face à la mer. C'est justement de créer ce pont, cette passerelle pour qu'il y ait des rencontres et ce terrain commun où finalement on est tous avec la photographie un peu sans frontières et comment on peut s'accompagner les uns les autres. Moi, quand je viens ici, j'apprends à découvrir un petit peu, ça m'ouvre des fenêtres sur le Maroc. Donc j'apprends des choses sur le pays grâce aux photographes. Et ça, c'est ce qui me touche et que j'aime et j'apprécie à chaque fois que je viens ici. Et donc mon rapport à Face à la mer, c'est très attaché. C'est une famille pour moi. Mina, elle fait ça avec le cœur et j'y suis associé avec plein d'autres où on a l'habitude de venir et c'est comme une grande famille qui se retrouve ici autour de partage d'idées, de photographie, d'envie, de passion et de faire ce métier qui est parler des autres, parler de soi aussi et à travers l'image. Alors, Dimitri Beck, qu'est-ce que t'apporte cette rencontre avec la jeunesse marocaine? Qu'est-ce que tu penses de la jeune photographie marocaine? Je sens énormément d'envie. Ils vibrent. Je sens ces jeunes Marocains et Marocaines d'avoir ce feu, de vouloir partager quelque chose, de pouvoir prendre la plume, si je puis dire, et prendre la main, d'avoir une voix grâce à leur œil, de pouvoir parler de ce qu'ils voient, des changements, de leur pays, de ce qui va, de ce qui ne va pas, et d'y participer à leur manière, pour ne pas ni subir, ni regarder les trains passer, mais de pouvoir être des chroniqueurs de ce pays qui change beaucoup. Je pense vraiment, alors là, vraiment sincèrement en bien. Bien sûr, rien n'est parfait. Moi, dans mon propre pays, il y a beaucoup de choses à critiquer aussi. En France, on peut pas dire qu'on soit dans une période particulièrement faste et qu'il y a beaucoup de questionnements et de remises en question. Mais c'est ça qui est beau, c'est que voilà, on sent cette jeunesse qui a envie de raconter ce quotidien, à la fois partagé entre les traditions, une culture, et aussi d'apporter une touche de modernité, de se questionner, de se tourner vers l'ailleurs et d'être gourmand de l'ailleurs. Alors de ton point de vue de directeur de Polka Magazine et de Face à la mer, peut-être d'un point de vue plus stylistique, comment définirais-tu cette jeune photographie marocaine? Difficile de la caractériser évidemment. Elle est touchante parce qu'elle est spontanée. Elle a à la fois la fragilité de sa jeunesse, sa fébrilité de sa jeunesse. Et c'est vrai que c'est pour ça, Mina, elle crée ce cadre-là avec des experts qui sont multiples. Évidemment, il n'y a pas que moi. Et heureusement, parce que on a besoin de regards différents. Il y a des experts certains sont spécialisés dans la presse écrite, enfin dans la presse, magazine. D'autres, c'est des galeries, des organisateurs de festivals. Et il y a besoin de la multiplicité de ces regards pour essayer de comprendre, de ressentir les sensibilités de chacun des photographes parce que forcément, ils ont des sensibilités différentes. Certains se tourneront naturellement vers le photojournalisme. D'autres ont plus vocation à se tourner vers le monde de l'art et des galeries et des expositions. Et donc là, moi, ce que j'aime trouver, c'est la fraîcheur comme un geste, un souffle de vie. Avec parfois une certaine naïveté, un côté candide, mais ils y mettent de la profondeur à parler de leur tradition, d'où ils viennent, des générations et la différence, et on sent la différence entre souvent ces jeunes, quand je parle de ces jeunes, on va dire que grosso modo ils ont entre 18 ans et 25 ans, le gros du lot des photographes que l'on peut rencontrer, et donc ils parlent de leurs parents qui ont que c'est un autre Maroc plus ancré, d'un pays un peu plus conservateur, et au fur et à mesure les choses s'ouvrent et à la fois ils sont très respectueux des traditions, très aimants de là où ils sont, de leur culture et de leur passé, et à la fois de vouloir je dirais débrider, ouvrir quand même un peu plus de portes pour partager un peu plus ce qui est peut-être des meurtrières, des petites fenêtres, et bien que ce soit
plus des baies ouvertes et à la fois d'accueillir, que ce soit dans une culture qui est belle et qui a énormément à apporter et à donner. De ton point de vue encore, est-ce qu'il y aurait une singularité marocaine, des particularismes que tu n'aurais pas vus ailleurs? Je trouve qu'à chaque fois, c'est ça qui est beau quand on va dans chaque pays, c'est sentir la personnalité du pays. Et moi, j'adore rencontrer aussi des photographes français qui me font découvrir notre propre pays. Donc tout ce que j'ai pu dire, c'est pas le regard d'un étranger sur le Maroc, c'est le regard de quelqu'un qui s'intéresse de tous les pays, et c'est tout, et même son propre pays. C'est ça qui est beau dans la photographie de ces gens qui veulent raconter une histoire, c'est d'apporter sa signature culturelle. Et donc oui, il y a évidemment une signature culturelle marocaine qui est faite de tout ce foisonnement, de ce boom, de ce changement. Et puis là, on parle d'actualité. Il y a des manifestations depuis plusieurs jours avec tout ce groupe, ce qu'on appelle la Gen Z 212. Eh bien, il y a cette génération qui exprime une volonté d'un changement, mais qui au fond d'elle-même aussi, elle leur dit mais écoutez-nous, parce que on n'est pas contre vous, mais on a envie que ça avance, on a envie de libérer, de décloisonner, d'ouvrir certains cadenas, et que on a besoin de vivre. Certes, on aime le sport, mais on a aussi besoin de trouver du travail parce qu'on a envie d'aller de l'avant pour nous-mêmes et pour nos familles. C'est des gens qui ont envie de grandir. On sent ce que l'on rencontre et peut-être ce qui se produisent et qu'on va rencontrer dans un mois. Des jeunes qui vont nous dire, oui, on a envie que des choses bougent, et ils essayent de comprendre comment ils peuvent contribuer à essayer de les faire bouger, mais à côté de ça, en restant très attachés profondément à leur famille et à leur culture, parce que voilà, chaque pays, il y a toujours quelque chose, faut jamais tourner le dos à d'où on vient, mais il faut savoir construire avec. D'où te vient cette passion pour l'Asie centrale et particulièrement l'Afghanistan? Alors je me suis à un moment donné posé beaucoup la question, parce que mon premier voyage en Asie centrale s'est fait en 1999, donc je peux dire le siècle dernier maintenant. Et donc j'ai eu l'occasion de parcourir, traverser en partant de Moscou sur la place rouge, couvrir un rallye automobile qui descendait comme ça au Kazakhstan, Turkménistan, qui traversait la mer Caspienne, traversait l'Azerbaïdjan, la Géorgie pour rejoindre la Turquie d'est en ouest. Et là, j'étais fasciné de ce voyage-là. Et avec un de mes meilleurs amis qui était avec moi à ce moment-là pendant ce road trip, qui est photographe, eh bien on s'est dit il faut à tout prix qu'on retourne dans cette région parce qu'on a eu un coup de cœur. Et puis après, en y retournant plusieurs fois, et puis en allant en Asie centrale, en Afghanistan précisément, je me suis dit oui, c'est vrai, d'où cette passion, ce coup de cœur-là. Et puis j'ai souvent réfléchi, et je crois que c'est mes lectures de jeunes adolescents, Marco Polo, Michel Strogoff. Je pense que j'ai été fasciné, j'ai gardé ça au fond de moi comme un trésor caché sans m'en rendre compte, qu'il y avait cet ailleurs tellement gigantesque et qui mêle l'histoire, les cultures et ces grands espaces qui m'intriguaient, puis des choses dures aussi, faut dire ce qui est, parce que ce sont pas des pays de cocagne comme on a l'habitude de dire, mais une fascination pour cet ailleurs étonnant, si loin, complexe, et qui mélangeait les cultures, parce qu'on parlait aussi des routes de la soie, et donc c'est ce brassage des cultures, la Chine, le monde russe, le monde européen, et tout ça se mélange, et bien sûr avec des conquérants, des dictateurs, mais des cultures qui se transmettaient. Kaboul était magistral et d'un savoir-faire extraordinaire et d'un niveau d'exigence culturelle et intellectuelle au XVe et au XVIe siècle, c'était fabuleux.
Aujourd'hui, on a l'impression que ça n'a pas existé, que ce serait peut-être un fantasme. Et pourtant, c'est une réalité, puisque heureusement, quelques personnes comme Michael Barry, on valorise ça et ce savoir, ce passé. Et donc, oui, il y a des époques, des pays ont leur grandeur et leur moment, je dirais, de défaillance, et des hauts et des bas, comme il y en a dans la vie pour tout le monde. Quand je relis tout ça, je repense à tout ça, c'est ce carrefour d'histoire, de culture que j'ai pu retrouver à travers l'Asie centrale, que j'affectionne particulièrement. Et même si je suis curieux d'aller ailleurs, évidemment, et qu'on est aujourd'hui ici à Tanger, au Maroc, et que je suis très heureux d'y être. L'Afghanistan des talibans, tu n'y retournes pas? Je pourrais, parce qu'il faut toujours continuer à aller à un endroit, malgré les portes fermées, malgré les barrières. Il faut pas... c'est pas parce que il y a un gouvernement qui enferme, qui restreint tout, qui cloisonne et qui dénie le droit de plus de la moitié de la population de ce pays et qui deviennent, à cause de donc les femmes, on leur dénie tous leurs droits. Eh bien, il faut pas pour autant tourner le dos à ce pays, et certainement pas aux gens. Il y a des talibans, ceux qui y tiennent le pays ont leurs idées. Je pense que ça passera, ça évoluera. On espère dans pas trop longtemps pour que ce pays puisse être plus en paix avec lui-même, se trouver, quelle que soit la forme du gouvernement, mais déjà reconnaisse, accepte les droits pour tous les citoyens afghans, et en particulier les femmes. Donc non, il ne faut pas tourner le dos à ce pays, et certainement pas aux Afghans, la société civile. Donc si j'ai l'occasion d'y aller, j'irai volontiers. Je rencontre des journalistes, en particulier des Français, qui se débrouillent à essayer de continuer à faire des sujets là-bas, même si c'est de plus en plus compliqué. Donc il faut en parler. Moi, j'essaye de toujours relayer cette parole-là, parce que, comme je disais tout à l'heure, une partie de mon cœur là-bas, des amis sont là-bas. Et c'est pas parce qu'il y a un régime qu'il ne faut pas en parler ou dénigrer. Il y a une société civile avant tout. Les régimes passent, mais le peuple reste. Transmission, ouverture, c'est un peu la mission aussi de Polka, dont tu es l'un des cofondateurs. Pourquoi Polka Magazine, Galerie, Factory? Pourquoi avoir créé tout cela? Et qu'est-ce que tu en attends? Qu'est-ce que tu penses avoir fait? Alors déjà, l'ensemble de Polka s'est créé par la famille Genestar en 2007, et ils m'ont proposé de les rejoindre au tout début, dès le début, de les rejoindre et tout démarrer, développer avec eux. Donc il faut les saluer et reconnaître ça, parce que c'est vraiment un projet familial, et ils l'ont fait vraiment avec, comme on dit, avec leur denier, leur propre argent. Et c'est né d'une envie de constater que beaucoup de photographes rencontraient de plus en plus de difficultés à vendre leurs sujets dans la presse. Et les budgets se réduisaient comme peau de chagrin également. Et donc c'était aussi d'offrir à des photographes de nouvelles sources de revenus en vendant les tirages, de nouveaux espaces pour raconter leurs histoires, les murs d'une galerie. Donc de nouvelles opportunités, sachant que, eh bien, à un moment donné, on se disait, avec le changement du passage de l'argentique au numérique, beaucoup de gens se disaient, mais est-ce que le photojournalisme est mort? Et en fait, on avait au quotidien la preuve que non, puisque plein de photographes s'évertuaient et continuent à faire ce travail remarquable de chroniqueurs, à documenter la société au quotidien, quel que soit l'endroit. Donc c'est pour ça que, je dirais, Polka et le magazine aussi sont nés de ça, de cette envie à offrir encore un espace aux photographes pour raconter les histoires, le monde qui crie, le monde en colère, mais aussi la beauté du monde. Notre dernier numéro, c'est avec, on rendait hommage à Sebastião Salgado. Voilà, quelqu'un qui aussi s'est toujours battu pour montrer la beauté de la nature et des êtres humains, et avec dignité. Et donc on essaye d'être porteur de ça, et d'offrir de nouveaux espaces, de tenir compte d'une réalité économique qui est celle, malheureusement, comme tout le monde, une réduction de la vente de papier, de magazines. Mais il y a toujours des aficionados, et puis voilà, on fait des expositions, on peut vendre des tirages, et ainsi, grâce à ça, on apporte des revenus complémentaires ou parfois assez conséquents à des photographes qui eux-mêmes ensuite peuvent continuer à travailler sur des projets personnels, je dirais avec plus de sérénité, qu'ils aient le moyen aussi de pouvoir le faire de façon indépendante. Donc c'est cet ensemble-là qu'on essaye d'accompagner. On se veut pas du tout militant et donneur de leçons. On essaye juste de vivre comme on peut notre passion, notre amour pour la photographie et pour cette communauté, si je puis dire, des photographes qui nous racontent soit des histoires, soit en bas de chez soi,
ou à l'autre bout du monde, peu importe l'endroit, mais voilà, avec leur regard sensible, d'essayer de nous ouvrir les yeux et de nous toucher, et chacun réagit après à sa manière. Et donc c'est pour ça qu'on a cette diversité d'écriture, photographie, du photojournalisme classique, mais aussi de la photographie documentaire et parfois un peu plus artistique, mais toujours avec un fondement. C'est, chez nous, c'est notre baseline, chaque photo a son histoire. Ay kadem dur bir kheyli sana kurbanıma dönür Ya Mustafa sandalına Sen bu dünyadan güzel, sen bu dünyadan güzel, hoş halimdi bu hayır ol başa. Ay sen bana yakın rehber ağacan Ya Mustafa. Donc c'est une mission qui tient plus presque d'une forme de mécénat, entretenir des gens dans leur création, plutôt que d'une forme d'agence de photojournalisme. On n'est pas une agence. Je dirais, on a deux missions. Oui, est-ce que le côté mécénat peut-être est un mot assez noble, si ce n'est que souvent les mécènes ont souvent des attentes et des attentions. Nous, je dirais, on est à la croisée des chemins. On essaye d'être des gens pragmatiques. On est une entreprise indépendante et qui doit être pragmatique parce qu'il faut qu'on gagne assez d'argent pour pouvoir redistribuer de l'argent à nos photographes et pour pouvoir payer tout ce que l'on a, les beaux espaces que l'on a à Paris avec la galerie, et puis de payer ce magazine qui est difficile à porter parce que fragile économiquement parlant, mais pour pouvoir continuer à imprimer sur du beau papier avec qualité le travail des photographes et d'honorer leur travail avec ce travail qu'on fait avec ce magazine. Donc nous sommes des amoureux mais pragmatiques. Et c'est pas toujours évident, mais on a la tête sur les épaules et on essaie d'accompagner la cohérence des photographes qui eux-mêmes sont les plus fous dans cette histoire parce qu'ils s'embarquent à travailler parfois des semaines, des mois, si ce n'est pas des années, sur des projets sans parfois réussir à faire quoi que ce soit, d'ailleurs même parfois sans montrer leurs images et d'attendre le bon moment pour dévoiler leur travail. Donc on a envie de ça aussi, on a envie d'être un élément moteur ou un rouage dans un ensemble pour les accompagner tant que faire se peut dans leur parcours et de contribuer à porter notre modeste contribution à cette création artistique, à la narration par l'image et à ces histoires qui sont racontées à travers la photographie. On peut parler d'une forme d'écroulement du photojournalisme, mais en fait, c'est pas le photojournalisme qui va mal, c'est la presse qui va plus du tout bien, la presse traditionnelle. Qu'est-ce que le photojournalisme aujourd'hui, qui finalement bricole plus avec peut-être des outils moins précieux, moins coûteux et plus sur les réseaux sociaux? C'est vrai qu'on est chahuté, on n'a pas fini d'être chahuté, on n'en est qu'au début. Ça a commencé, disons, il y a 20 ans, pour faire court, 25 ans. Le numérique a bouleversé notre métier. Il nous apporte des choses magiques, extraordinaires, parce qu'une photo, elle peut être partagée de façon instantanée à travers le monde à un public incroyable en très peu de temps. Et à la fois, beaucoup de gens pensent que l'information est gratuite et les photographies sont gratuites parce que pour eux, c'est sur Internet, donc c'est disponible. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, mais c'est toujours bien de le rappeler. Donc oui, quand on publie quelque chose, il y a des droits, il y a un auteur, une autrice derrière, et c'est des gens qui travaillent, qui passent du temps, qui investissent. Le matériel photographique, il coûte cher, il faut l'entretenir, il se casse, il faut se mettre au goût du jour, il faut avoir un ordinateur aujourd'hui. Et avant, on avait des films, il fallait les développer, on avait des tireurs. Donc tout ça, c'est une économie. Donc oui, tout ça est chahuté avec le monde du numérique. Les gens s'informent autrement et on a du mal à trouver le modèle économique. C'est des mots qui ont l'air un peu abscons comme ça ou un peu austères. Mais c'est ça, c'est comment nous, journalistes et les photographes, et quand on a un magazine, on arrive à dégager de l'argent pour pouvoir non pas s'enrichir, mais pour pouvoir continuer à travailler, pour pouvoir payer ceux qui vont décider de partir plusieurs jours pour faire
un reportage photographique. C'est pour ça qu'on aime bien intervenir, que c'est important qu'on intervienne pour partager ça, parce que d'un seul coup, le public qui n'est pas forcément au courant de tout arrive à comprendre que respecter cet engagement de la part, entre autres, des photographes, photojournalistes, photographes documentaires, vers ce chemin un peu improbable et complexe qui est celui de décider de travailler sur une idée sans être payé tous les jours. C'est plus facile avec un boulanger parce qu'il a sa clientèle. Tous les jours, il sait le déroulement. Et parfois, ça met du temps avant de vendre la moindre photo. Donc, il faut être soutenu. Il faut que les gens croient en les photographes. Il faut que les gens se sentent portés, écoutés. Et donc, l'économie, elle est complexe aujourd'hui et c'est pour ça que nous, dès le départ, la vente de tirage, c'est concret. Ce sont des sommes qui peuvent être bien plus importantes qu'une simple publication. Une simple publication, des magazines vont payer 1 000 euros, 2 000 euros. Des grands magazines payent plusieurs milliers d'euros pour une publication, mais on les compte sur les doigts d'une main, cela, pour un reportage de 8, 10 pages, parfois plus. Alors qu'un tirage peut être plus cher, et puis c'est pas un seul tirage qui est important, c'est vendre plusieurs tirages. Et là, d'un seul coup, eh bien, le photographe peut gagner un peu de sa liberté et conserver son indépendance grâce à cet argent-là pour continuer à travailler sur ses propres projets. Et puis il faut les multiplier, les opportunités. Nous, on travaille avec des entreprises, des institutions qui commandent. Ils veulent la signature de tel ou tel photographe qu'on va proposer pour qu'ils puissent faire un sujet sur une thématique qui correspond à l'entreprise, des valeurs de l'entreprise. Et nous, on veille à ce que notre photographe que l'on propose puisse garder sa liberté de ton, de style, et qu'il puisse, il ou elle, être libre d'exprimer sa signature visuelle. Et ça aussi, c'est des moyens de financer des photographes qui ensuite, souvent, vont décider de travailler sur un sujet plus personnel pour pouvoir continuer à pas faire que des travaux de commande institutionnels, mais de travailler ensuite et pouvoir vendre peut-être ces sujets dans la presse ou en galerie ou exposer dans des festivals. Oui, et là, du coup, on comprend pourquoi Polka Magazine, Galerie et Factory. Hormis cette solution de rendre le cliché artistique, de conférer une valeur artistique, selon toi, parce que tu es quand même un expert, donc tu dois pouvoir avoir une vision à très long terme, quelle va être la nouvelle économie du photojournalisme ? Très honnêtement, je la cherche encore. Je sais pas si c'est la quadrature du cercle, ça. Si j'avais la recette, on l'aurait appliquée. Non, je crois que on est tous en train de chercher. Il y a des gens très investis qui soutiennent, d'autres qui explorent, qui innovent, qui investissent dans d'autres formes pour continuer à publier du photoreportage. Alors oui, ce métier, les photographes sont malmenés. Et souvent d'ailleurs, on se rend compte dans le monde du journalisme, les photographes sont les premiers à être malmenés. C'est un peu les saltimbanques du journalisme où ils débarquent comme ça avec des moyens parfois assez modestes. Ils arrivent et ils disparaissent parfois aussi vite qu'ils apparaissent. Ils sont un peu en solo, beaucoup d'indépendants qui travaillent par-ci, par-là. On voit malheureusement encore un photojournaliste qui vient d'être mort en Ukraine. Il était indépendant. Certes, il travaillait régulièrement pour Le Monde, Libération, et il était représenté par une agence, mais il restait fondamentalement quand même indépendant. Donc il n'était pas employé par un organe de presse en permanence. Son nom d'ailleurs, c'est bien, je l'ai mentionné, mais c'est Anthony Lalican, qui est mort en Ukraine hier. Et donc des photographes, des photojournalistes indépendants comme lui, il y en a pléthore, énormément de différentes nationalités. Donc il y a beaucoup de gens dans notre métier on essaye de développer les modèles économiques. Une fois de plus, je reviens sur ça parce qu'il faut garder la tête sur les épaules et pas se dire je suis noble quand je parle que de lignes éditoriales et de grandes signatures. Non, on reste indépendant et ça c'est très important et libre de son ton et de sa ligne éditoriale quand on a l'assise économique qui permet de tous les mois payer ses factures et de pouvoir envoyer tel ou tel photographe sur le terrain et que le photographe ait les moyens de pouvoir rester, de faire ce travail correctement. Donc on ne sait pas où ça va, on explore. Il faut savoir qu'aujourd'hui, certes, les revenus de la presse sont considérablement diminués, c'est pas de chagrin par rapport à ce que c'était il y a quelques dizaines d'années de cela, mais plein de nouvelles opportunités ont émergé. La vente de galeries, et nous on est né dans ce moment-là où il y a un peu ce nouvel apport, ce nouveau modèle économique pour beaucoup de photographes et même des photojournalistes. Et puis il y a de plus en plus de bourses, de résidences, d'expositions, de festivals photo à travers le monde. Et à chaque fois, les photographes
doivent être payés, c'est bien de le rappeler aussi, même si c'est des sommes dans certains cas modestes, parce qu'il y a certains festivals qui ont des petits moyens, mais les photographes vont toucher 1 000 € par-ci, 1 500 par-là, une résidence, ils vont avoir l'équivalent comme un petit salaire pendant 1 mois, 2 mois pour pouvoir avoir le temps de faire une création dédiée à cette résidence sur un territoire spécifique et avec leur propre signature. Et ça, c'est un moment d'espace de liberté parce que pendant ce temps-là, leur logement est pris en charge. Le principe d'une résidence, c'est que le photographe, pendant un temps donné, soit libre de pouvoir créer et de pouvoir produire. Donc, tout est pris en charge. Et puis, il a généralement des revenus aussi qui vont lui permettre de pouvoir payer ses factures permanentes à la maison, puisque souvent il est en résidence dans un lieu spécifique. Et donc ça, cette liberté de création, elle est fondamentale. Donc il y a toutes ces initiatives-là qui s'ajoutent, qui grandissent. Il y a des mécènes, tout à l'heure tu en parlais. Il y a des prix, évidemment aussi. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant d'initiatives pour la photographie qu'il n'en a aujourd'hui. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est facile, parce que le nombre de candidats est exponentiel. Beaucoup de gens veulent devenir photographes, mais tout le monde ne peut pas l'être et tout le monde n'a pas ce talent ou ce savoir-faire pour pouvoir raconter une histoire comme il se doit. Mais les opportunités se multiplient et puis je suis sûr que d'ici quelques années, il y aura encore d'autres choses qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui qui vont être des moyens complémentaires pour accompagner les photographes dans leur création. Et c'est ce qu'on essaye d'envisager, de créer des passerelles avec le monde à la fois de l'économie, de l'entreprise, des fondations, mais quand même avec, pour beaucoup et surtout pour les photojournalistes, et de garder quand même cette indépendance. Alors après tout ça, Dimitri Beck, quels sont tes projets à toi, personnels ? Continuer à revenir à Tanger et peut-être plus régulièrement encore. Le rêve d'avoir les moyens qu'on puisse continuer à grandir à PolCap pour encore mieux accompagner les photographes et d'avoir la confiance, ce qu'on a déjà quand même avec des investisseurs privés qui nous accompagnent en leur nom pour nous aider à porter nos projets et d'offrir plus d'opportunités à des photographes qui ont quelque chose à dire. Alors c'est pas personnel, mais comme ma vie professionnelle et personnelle sont intimement liées, ces deux vies-là sont intimement liées, et que voilà, j'ai cette chance dans mon métier d'être projeté dans des endroits où j'apprends, je découvre, je m'enrichis, je me nourris, et on m'accueille à bras ouverts dans des endroits où moi, en retour, j'essaye de donner ce que je peux apporter, à la fois pour ce métier, mais pour que les gens créent des passerelles, des moments de rencontre, d'écoute, de découverte, échange entre eux. C'est ça, moi, qui me motive dans mon métier. Et c'est ça, moi, mon parcours et mes envies, mon envie personnelle, c'est que elle est profondément liée à mes choix professionnels, parce que c'est comme ça que je vois la vie. Dans un monde qui est complexe, où tout est polarisé, la haine résonne un peu trop et trop fortement partout, eh bien, j'ai envie, aussi modestement que ça puisse être, de faire ma part pour contrer ça et de pouvoir accompagner comme je peux des gens qui œuvrent dans ce sens-là,
qui eux vont faire des choses bien plus importantes. Et si moi à un moment donné je suis le petit rouage supplémentaire qui contribue à une plus grande machine, justement de ce que les gens se rencontrent, partagent, et à travers donc la photographie, le journalisme, pour qu'il y ait ces échanges et plutôt que ces enfermements, c'est ça moi qui me fait rêver, qui me motive dans la vie. Ce dernier épisode de Détroit était consacré à Dimitri Beck, rédacteur en chef et directeur de la photographie de Polka, magazine, galerie et factory, dont il est l'un des membres fondateurs, spécialiste de l'Asie centrale et amoureux de Tanger. Entretien réalisé en octobre 2025 à Darnour, dans la Casbah de Tanger, tout droit réservé à Philippe Guiguet-Bologne. Merci à Omar Mtiwi pour les musiques des génériques solo de lutte extrait de son album Andalousie, ainsi qu'à l'ensemble Ibn Arabi et à Dargnawa de Tanger. La playlist de cet entretien, établie par Dimitri Beck, était composée de Little Girl Blue de Janis Joplin, Theme from Shaft d'Isaac Hayes, dans sa version de 1971, Emshab Az-Bada Kharabam de Ahmad Zahir, A Forest de The Cure et le concerto pour clarinette K622 l'Adagio de Wolfgang Amadeus Mozart, dans une interprétation de Michel Portal à la clarinette, accompagné du Vienna Chamber Orchestra dirigé par Philippe Entremont, les 5 morceaux ayant été gentiment empruntés à leurs ayants droit.